Monsieur Jean-Marc, pouvez-vous présenter quelles sont vos missions au niveau du DIEF? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Jean-Marc Sinessamy, je suis expert environnement et je suis donc gestionnaire de programmes et de projets au secrétariat du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM ou le GEF en anglais, GEF pour Global Environment Facility. Donc le FEM est un mécanisme de financement de 5 accords multilatéraux pour l'environnement, donc les conventions de Rio sur la biodiversité, les changements climatiques, la désertification, mais également des accords internationaux sur des produits chimiques comme le protocole de la Convention de Stockholm et la Convention de Minamata sur l'utilisation du mercure. On a également des financements liés aux eaux transfrontalières, qu'elles soient côtières, de surface ou souterraines, pour promouvoir la gestion partagée des bassins versants, par exemple. Et on a également d'autres fenêtres qui essayent d'être intégrées, notamment pour intégrer le secteur privé dans les problématiques environnementales. Donc c'est une des rares fenêtres qui n'est pas du don. On fournit essentiellement du don au pays, mais là on vise le secteur privé et donc ce sont des emprunts qui sont proposés à des taux très bas. On a également un programme des petits fonds qui est très populaire auprès des organisations de la société civile et des communautés locales. Voilà. Quels sont, en termes de programme, aujourd'hui les actions au niveau du FEM? Alors, le FEM fonctionne avec des cycles de 4 ans. Donc là, on est en train de finir le 7e cycle du FEM, donc FEM 7, qui se finit en juin 2022. Et nous avons juste fini les négociations pour le prochain cycle de 4 ans, qui va commencer le 1er juillet 2022 et qui va pouvoir durer les 4 prochaines années. Donc la clôture de FEM 7, on est en train de préparer les derniers projets qui vont être approuvés au Conseil de juin d'ailleurs. Et on va commencer à discuter, à échanger avec les pays, avec les agences. On a un système particulier où le FEM, on est un petit secrétariat basé, relativement petit secrétariat basé à Washington, aux États-Unis. Et on travaille à travers 18 agences qui accompagnent les pays pour développer les programmes et les projets. Donc ces agences sont par exemple des institutions financières comme la Banque mondiale ou les banques régionales, mais également les organisations des Nations Unies et plus récemment des organisations non gouvernementales internationales ont rejoint les agences du FEM comme Conservation International, le WWF US ou l'IUCN, l'Union mondiale pour la nature. En termes pratiques, oui. Le FEM peut être perçu comme cette fenêtre de mobilisation, de financement en direction d'implication de la mise en œuvre des politiques environnementales. Voilà. Exactement. Donc il y a 2 conditions pour recevoir les fonds du FEM ou pour avoir accès aux fonds du FEM. Il faut avoir ratifié les conventions internationales. Donc il faut que le pays s'engage. Donc c'est le gouvernement qui s'engage, c'est le pays. Il faut que le pays s'engage à signer, à ratifier les conventions internationales. Ça veut dire qu'il doit s'engager ensuite à mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et le rôle du FEM, c'est d'aider le pays justement à mettre en place ces actions. Donc ça commence par ce qu'on appelle des activités de renforcement de capacité ou des activités habilitantes, c'est-à-dire la préparation des stratégies et des plans d'action nationaux dans le cadre des différentes conventions. Et ça passe ensuite par des programmes ou des projets de plus grande envergure qui peuvent atteindre plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions de dollars suivant les pays, suivant les allocations, pour mettre en œuvre ces obligations, ces engagements dans le cadre des conventions internationales. Oui, et s'il faille justement se référer à vous dire, alors, que fait les organisations telles que le WWF et autres auprès du FEM? Alors, ce sont les États qui sont les... Voilà, c'est un mécanisme, il y a un dialogue en permanence, c'est pour ça que le FEM est une facilité. En fait, lorsqu'on traduit GEF en français, on devrait dire, enfin, Global Environment Facility, c'est une facilité pour l'environnement mondial, ce n'est pas uniquement un fonds. Une facilité, ça veut dire en anglais un partenariat. Donc c'est un partenariat, c'est-à-dire que les pays doivent exprimer leurs priorités
par rapport à la biodiversité, au changement climatique, par rapport aux problèmes environnementaux globaux. Et le FEM va fournir des financements pour les aider à résoudre ces problèmes environnementaux globaux. Donc nous, dans les projets, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ces projets sont bons, pas seulement pour le pays, mais est-ce qu'ils vont générer des bénéfices environnementaux qui sont bons pour la planète, c'est-à-dire en termes de réduction des gaz à effet de serre, en termes de stockage de carbone, en termes de protection de la biodiversité, en termes de protection des terres, par exemple. Et les agences font un peu l'intermédiaire entre le partenaire financier, le FEM, et les pays, pour assister les pays à développer les projets, à gérer les projets. Voilà. En termes pratiques, vous parlez de la 7e phase qui s'achève. Oui. Et si je prenais le cas du bassin du Congo ou des pays africains, quel bilan vous faites en termes d'accompagnement pour les initiatives FEM? Très bien, merci de poser la question. C'est une question évidemment très intéressante qui me tient à cœur parce que je suis particulièrement les projets et les programmes en Afrique et notamment dans le bassin du Congo. Pendant le FEM7, il y avait deux grands moyens, on va dire, d'avoir accès à des fonds. C'était soit de développer des projets dans le cadre des conventions, biodiversité, changement climatique, etc. Soit alors de candidater à des programmes intégrés, pour essayer d'avoir, plus ça va, plus on tend vers des aspects intégrés, c'est-à-dire ce ne sont pas des projets sectoriels, mais on essaye d'avoir des approches sur des territoires pour avoir des bénéfices multiples, non seulement environnementaux, mais sur le carbone ou la biodiversité, mais également des bénéfices socio-économiques en termes d'emploi, en termes de diversification des moyens d'existence, sources de revenus, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le bassin du Congo a eu l'opportunité de candidater, les pays du bassin du Congo ont eu l'opportunité de candidater à un programme, ce qu'on appelait un programme à impact, pour le bassin du Congo. Et tous ont été retenus, en tout cas 6 pays ont candidaté et 6 pays ont été associés à un programme pour mettre en œuvre des projets qui se concentraient sur les forêts les plus riches, en même temps en biodiversité et en même temps en carbone et en même temps avec des problématiques de communautés locales et de peuples autochtones. Donc il y avait toute une analyse multicritère pour essayer de trouver les espaces où développer des actions pour avoir des impacts et notamment dans des zones transfrontalières. Donc on a une concentration des actions sur des paysages transfrontaliers, par exemple entre les deux Congos, par exemple à l'est également de la République démocratique du Congo, ou dans les espaces communs entre le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, etc. Donc il y a tout un travail qui s'est fait de préparation et avec les agences, avec les pays, avec les organisations de la société civile, avec les représentants des peuples autochtones, pour mettre en œuvre ces projets. Donc il faut toujours du temps pour préparer ces programmes et ces projets. Et là, les projets vont commencer opérationnellement très bientôt. Le lancement va avoir lieu au début du mois de juin, les 1er, 2 et 3 juin, à Kinshasa, où l'unité régionale du programme sera basée. Oui, mais comment est-ce qu'on arrive justement à donner de la place aux acteurs de la société civile, comme vous avez dit, et le secteur privé pour des accès directs à ces mécanismes de financement sans forcément passer par les États. Tantôt vous avez dit que ce sont les États qui font la demande. Au-delà justement de ce rapport tumultueux entre ces différentes catégories d'acteurs en termes d'implémentation, comment est-ce que le FEM... C'est une très bonne question et votre question montre que vous avez exploré le sujet de ces financements internationaux et de la manière de développer ces projets. C'est très important, vous venez de dire quelque chose de très important, c'est que ces fonds qui sont mis à disposition par le FEM sont des fonds pour le pays. Donc on attend à ce que le pays s'engage sur des actions qui vont protéger l'environnement. Très souvent, les gouvernements ont tendance à traduire ça, c'est de l'argent pour nous, pour le gouvernement, pour les ministères. Alors que sur le terrain,
dans les villages, dans les espaces, dans la nature. Les gens qui vont avoir un impact sur la nature sont les communautés locales, les peuples autochtones, le secteur privé et les agences de l'État également. Et donc, c'est pour ça que la mise en place de plateformes de dialogue, alors des fois qui existent, par exemple dans le cadre de la décentralisation, dans le cadre de tout ce qui peut être mécanisme de dialogue ou de participation au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, suivant les pays et suivant la classification, et au niveau national, il faut avoir ce dialogue entre différents acteurs pour impliquer effectivement des acteurs. Le fait est, c'est que le FEM, si on prend l'argent de manière globale, ça a l'air de beaucoup d'argent, mais quand on divise par le nombre de pays et le nombre de conventions, ça ne fait pas grand-chose. Et en fait, la meilleure manière d'utiliser les fonds FEM, c'est de pouvoir influencer d'autres fonds, donc des cofinancements, alors d'autres partenaires, mais également les financements domestiques. On se rend bien compte que le FEM, même si on parle en millions ou en milliards, ça ne représente qu'une petite partie par rapport aux fonds, aux ressources que les pays mettent en œuvre, souvent pour détruire l'environnement. Donc un des efforts qui va être demandé dans le prochain cycle du FEM, c'est la cohérence des politiques publiques et d'arrêter les subventions perverses qui détruisent l'environnement, parce qu'on ne peut pas financer de la protection pour $1 lorsque le gouvernement à côté ou d'autres partenaires vont mettre $10 pour détruire l'environnement. Donc il va falloir arrêter ces subventions perverses et les actions sectorielles qui détruisent l'environnement. De plus en plus, il faut des actions intégrées. C'est-à-dire que quand un secteur intervient, il doit s'associer avec les autres secteurs pour voir quelles sont les conséquences. Lorsqu'on construit une route, lorsqu'on coupe un arbre, lorsqu'on prend de l'eau, ça a des influences sur les autres usages et les coûts et bénéfices doivent être pris en compte. Mais comment est-ce qu'on simplifie les mécanismes pour l'accès au fonds pour voilà, les acteurs de la société civile? Alors là, cette question était vraie il y a peut-être 10 ans ou 20 ans, elle est moins vraie aujourd'hui. Parce que c'est vrai que moi, lorsque je travaillais avec le GEF il y a 20 ans à l'extérieur du GEF, c'est vrai que les procédures étaient extrêmement compliquées, avec des formulaires et des dossiers très compliqués. Il y a eu des directions successives qui ont simplifié tout cela. Nous maintenant, on voit les projets à deux moments, au moment du concept et au moment du document de projet. Et en comparant avec ce qui se passe chez les autres bailleurs, ce n'est vraiment pas compliqué, je peux vous le dire, pour avoir candidaté ou pour avoir développé des projets avec différents bailleurs multilatéraux ou bilatéraux ou des ONG. Les procédures ne sont pas si compliquées. Les choses, c'est que souvent, des fois, l'information n'arrive pas à ceux qui en ont besoin. Et c'est un effort que le secrétariat doit faire pour aller toucher directement les communautés, les organisations de la société civile, les acteurs qui ont un impact sur le terrain. Lors des grandes activités sur des conventions comme celle-ci, sur la désertification, le climat et la biodiversité, beaucoup d'annonces sont faites en termes de chiffres. Et le GEF est souvent présenté comme une des agences de relais. Est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui la nature d'aide par période et dire que oui, bon, le GEF a pu mobiliser tel montant pour telle région en Afrique et nous avions eu durant ces 10 ans ou ces 15 ans réalisé au-delà des études, parce que j'échange avec les décideurs qui disent que les financements, même le peu qui arrive, c'est juste pour se concentrer sur les aspects de renforcement des capacités et d'études, mais des aspects pratiques, non. Alors ça c'est une très bonne question et c'est une très bonne question qui est assez compliquée et on va essayer de faire une réponse simple. Les ressources du FEM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Donc c'est pour ça que le minimum qu'on puisse financer dans les pays, c'est les stratégies et les plans d'action. Alors oui, ce sont des études, c'est du papier, mais les pays ont besoin de stratégies et de plans d'action et de rapports pour savoir effectivement les actions qu'elles font et qu'elles vont rapporter au niveau des conventions. Et c'est ce qui permet après aux conventions
de produire des bilans globaux et de montrer les tendances si on va vers le beau ou si on va vers des situations critiques. La Convention de la biodiversité a fait une évaluation récente de ce qu'on appelait les cibles de Haïki qui avaient été définies pour la période de 10 ans et on voit bien que la plupart des cibles ne sont pas atteintes et qu'il va falloir réviser notre manière et de faire les choses et de mesurer les choses. Cette convention, la convention de désertification qui nous amène aujourd'hui à Abidjan, il y a quelques COP de ça, c'était à la COP 12 à Ankara, a défini des cibles de NDT, de neutralité dégradation des terres. Et pour la première fois, cette convention s'est dotée d'indicateurs, de cibles qui sont quantifiées, cartographiables. Et tout d'un coup, cette convention est devenue compréhensible par d'autres acteurs, par les acteurs institutionnels de financement. Et on voit des partenaires qu'on ne voyait pas avant dans cette convention, qui comprennent, qui peuvent avoir un impact. Donc ça c'est le minimum, c'est les plans d'action, les stratégies, les indicateurs. Après, dans les projets qu'on finance pour mettre en œuvre, vous avez raison, il faut bien faire la part des choses entre les études, le papier et les actions concrètes pour les populations et pour l'environnement, parce que on voit bien qu'on ne travaille pas de l'environnement de manière séparée, il faut que ce soit intégré dans les activités. Et c'est là où la notion de... Le FEM ne peut pas financer seul et ne finance jamais seul. Il doit avoir des cofinancements. Et c'est là où les agences aussi qui travaillent avec le FEM ont une responsabilité. Elles doivent amener des cofinancements, aider le pays à trouver des cofinancements et utiliser les fonds FEM de la manière la meilleure possible pour influencer justement des cofinancements et influencer des fonds ou des ressources qui viennent de secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'industrie, qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement. Donc, on fait tout pour avoir des actions les plus concrètes avec les fonds FEM, mais ce qui est important, c'est souvent ce qui se passe à côté et comment on va pouvoir influencer, faire un effet levier sur d'autres financements. Et pour sortir, la prochaine phase du FEM, c'est la 8e. Oui. Elle reposera sur quoi de façon spécifique? Alors, c'est une très bonne question aussi. Le nouveau président et directeur du FEM, donc Carlos Manuel Rodriguez, qui a été ministre de l'Environnement et de l'Énergie au Costa Rica et des Mines également, a une expérience dans un pays qui, au Costa Rica, il y a 40 ans, était déforesté, un peu comme la Côte d'Ivoire, à 80%, avec beaucoup de problèmes sur le terrain, beaucoup de problèmes intersectoriels, des problèmes de gouvernance. Et au Costa Rica, ils ont quand même réussi quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi à reforester le pays tout en se développant. Alors que très souvent, on a des preuves ou des courbes qui montrent ou des statistiques qui montrent que le développement s'accompagne avec la déforestation. Le Costa Rica a réussi à se développer tout en reforestant le pays. Et maintenant, la première source du pays, c'est plus le café ou c'est plus des productions agricoles, mais c'est le tourisme autour de la nature et autour des espaces protégés. Et tout ça parce qu'ils ont su mettre en œuvre des actions justement de cohérence des politiques publiques, réviser les institutions pour arrêter des combats sectoriels qui existent entre l'environnement, l'agriculture, les forêts, les finances, le plan sur le terrain, faire des agences intersectorielles, arrêter les financements perverses et puis récompenser les gens qui se comportent bien, les acteurs qui se comportent bien par des systèmes de paiement des services environnementaux. Le Costa Rica a été vraiment pilote pour redistribuer des financements vers les gens qui faisaient bien, c'est-à-dire protéger la nature, restaurer la nature, exploiter de manière durable. Et donc on voit bien que le rôle du GEF, le rôle du FEM a été très important, mais c'est parce que là il y avait un ministre qui a compris que le rôle des ressources du FEM, c'était pas simplement de faire des actions, mais c'était d'influencer l'argent de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine, des grandes ONG, et c'est en comprenant ces effets leviers qu'il a réussi à changer les choses à l'échelle du pays. Alors évidemment, avec cette expérience, il rencontre d'autres acteurs pour essayer de trouver d'autres champions qui vont être capables de ça. Alors qu'est-ce qui va se passer en FEM 8 ? Tout d'abord, je pense que les donateurs lui font confiance puisqu'on vient de finir les négociations pour la reconstitution et ça, l'information est tout à fait récente, mais il y a une reconstitution record du FEM, puisque depuis trois cycles, les 3 cycles précédents, on était aux alentours de 4 milliards, c'est-à-dire 1 milliard par an, et là, il va y avoir une augmentation d'environ 30% avec 5,25 milliards
de dollars sur une période de 4 ans. Et on souhaite avec cet argent-là pouvoir influencer effectivement des cofinancements plus importants. Donc ça c'est une chose, une reconstitution record. Et deuxièmement, dans les cycles précédents, FEM 7 ou FEM 6, il y avait 3 programmes, à chaque fois 3 programmes intégrés, par exemple sur les villes durables, sur les systèmes alimentaires, sur les forêts. Et dans le prochain cycle, il y aura 11 programmes intégrés. Et donc les pays vont candidater pour participer à un ou plusieurs programmes intégrés pour essayer justement de faire une différence et de transformer l'économie. Ce qui est clair, notre président est très clair avec les donateurs et les pays récipiendaires. On a une feuille de route sur les 8-10 ans à venir, c'est-à-dire les 2 prochains cycles, pour changer la trajectoire. Si on ne change pas la trajectoire, notamment en carbone ou sur la destruction de la nature dans les 10 ans à venir, on risque d'atteindre des niveaux irréparables. En tout cas, les choses risquent de s'accélérer et tout coûtera beaucoup plus cher. Donc on a vraiment 10 ans pour bien utiliser, on a 2 cycles du FEM, pour bien utiliser les ressources qu'on a, influencer les ressources des autres bailleurs et les ressources domestiques pour changer vraiment à grande échelle. Merci, M. Jean-Marc, pour cet entretien. Merci à vous.